Le froid était une chose physique, une lame contre sa joue. Naomi resserra le col de son fin manteau gris. L'image d'un lit chaud la poussait à avancer dans la ruelle enneigée. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer de l'hôpital. Un sinistre raccourci qu'elle empruntait tous les soirs. Mais l'ombre affalée contre le mur de briques n'était pas un tas de sacs poubelles. C'était un homme, et la tache qui s'étendait sous lui était plus sombre que la neige fondue. Ses pieds s'immobilisèrent. Chaque instinct, affûté par des gardes de 12 heures aux urgences, lui hurlait de continuer à marcher, de prétendre qu'elle n'avait rien vu. Ce n'était pas son service. Ce n'était pas son problème. Pourtant, le son faible et rauque d'une respiration déchira le vent. Elle sut alors qu'elle avait déjà perdu. Elle était avant tout une infirmière. Les conséquences pouvaient attendre. Elle s'approcha, ses bottes usées crissant sur le sol glacé. L'homme était grand, replié sur lui-même d'une manière qui trahissait l'agonie. Il portait un manteau de laine noire. Le tissu était si fin qu'il semblait aspirer la lumière de la ruelle. Il était abîmé, trempé de neige et d'autres choses. Quelque chose d'humide et de sombre qui fumait légèrement dans l'air glacial. Du sang. Beaucoup de sang. Monsieur, sa voix était calme, professionnelle, la voix qu'elle utilisait pour les patients effrayés et les familles en deuil. Monsieur, vous m'entendez? Sa tête se releva lentement, un effort immense. Son visage était taillé d'angles vifs et d'ombre, pâle à cause du choc et de la perte de sang. Des cheveux sombres étaient collés à son front, mais ce sont ses yeux qui la captivèrent. Ils étaient d'un noir profond et glacial, et dans leur profondeur, il n'y avait aucune peur. Il n'y avait qu'une lueur froide et calculatrice qui lui fit hérisser les poils des bras. Il la regarda, puis sa blouse bleu clair visible sous son manteau ouvert. Une lueur indéchiffrable traversa son regard. Hôpital, sa voix rauque était comme un éclat de verre. Non, dit-elle. Le mot sortit avant même qu'elle n'y ait réfléchi. Un homme comme lui, habillé comme lui, avec une telle blessure, n'allait pas à l'hôpital. Appeler une ambulance, c'était appeler la police. Et le regard dans ses yeux lui disait que c'était une condamnation à mort. Peut-être pour eux deux. Pas d'hôpital. Elle s'agenouilla. Ses genoux furent immédiatement trempés à travers son pantalon fin. Ses mains, sûres et fermes, se dirigèrent vers son manteau, écartant la lourde laine. La chemise en dessous était en lin fin, maintenant une ruine cramoisie. Un seul trou sombre, haut sur son côté droit, juste sous les côtes. Une balle. On aurait dit une blessure traversante, mais le saignement était abondant. Il frissonnait déjà. Son corps menait une bataille perdue contre le froid et la perte de sang. Il serait mort dans 1 heure. Son appartement était à une quinzaine de mètres. Un logement sans ascenseur au 4e étage d'un immeuble délabré. Il était petit, à peine meublé, mais il était chaud. Il était sûr. Ou du moins, il l'avait été jusqu'à cet instant. « Pouvez-vous vous lever » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. Il essaya, sa main s'agrippant au mur de briques rugueux. Mais un grognement sourd s'échappa de sa gorge et il s'affaissa de nouveau. Son contrôle était absolu, mais son corps le trahissait. Naomi prit une décision. C'était le genre de choix qui divise une vie en deux. L'avant et le long est compliqué après. Elle se glissa sous son bras, l'enroulant autour de ses épaules. « Allez, nous devons bouger, maintenant. » Il était incroyablement lourd, un poids de mort de muscles et d'os. Elle peinait, ses propres muscles hurlant de protestation après une longue garde. Il essaya d'aider, poussant avec ses jambes. Sa respiration était un contrepoint rauque et saccadé au vent hurlant. Ils avancèrent d'un pas pénible et traînant. Une course à 3 pattes grotesques contre la mort. Chaque pas était une bataille. Il s'appuyait sur elle. Elle pouvait sentir le parfum léger et coûteux de son eau de Cologne. Quelque chose comme du cèdre et de l'air nocturne froid, mêlé à l'odeur métallique du sang. La porte d'entrée de son immeuble n'était pas verrouillée, comme d'habitude. Les escaliers étaient la véritable épreuve, 4 étages. Il supportait maintenant la majeure partie de son propre poids. Sa main était agrippée à la rampe branlante. Mais au moment où ils atteignirent son palier, il laissait une légère traînée de sang sur le linoléum. Elle chercha ses clés à tâtons, ses doigts engourdis et maladroits. La serrure cliqueta enfin. Elle poussa la porte, le guidant dans le petit espace propre. Il s'effondra sur son sol dès qu'ils furent à l'intérieur. Son dos heurta la porte avec un bruit sourd qui les scella à l'intérieur. Pendant un instant,
Ils se contentèrent de respirer. Elle, haletante d'épuisement. Lui avec les respirations courtes et rapides d'un homme en état de choc. La pièce était minuscule, un salon et une cuisine combinés, avec une porte menant à une petite chambre et une salle de bain encore plus petite. C'était sobre, mais ordonné. Le témoignage d'une vie menée avec un budget serré, sans place pour le désordre. Il observa tout, son regard balayant la pièce une fois, mémorisant chaque détail. « Restez là », ordonna-t-elle, sa voix d'infirmière prenant donc complètement le dessus. Elle retira son manteau et se rendit à la salle de bain. Elle attrapa la petite trousse de premier secours qu'elle gardait sous l'évier et une pile de serviettes propres. Quand elle revint, elle s'agenouilla à côté de lui. « Je dois enlever votre manteau et votre chemise. Je dois voir la blessure. » Il ne protesta pas. Il se contenta de la regarder avec ses yeux d'un calme troublant pendant que ses mains expertes s'activaient. Le manteau était un cauchemar, lourd et trempé. Elle dut couper la chemise. Les ciseaux tranchaient un tissu qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. La blessure était laide. Le point d'entrée était petit et presque net. La blessure de sortie sur son dos était plus grande, déchirée et saignait lentement. Il avait eu de la chance. La balle n'avait touché aucun organe vital, mais il avait perdu une quantité de sang dangereuse. « Je dois nettoyer ça, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ça va faire mal. »« Faites-le, souffla-t-il, la mâchoire serrée. » Elle travailla avec une précision méthodique, nettoyant les plaies avec l'antiseptique de sa trousse. Il ne tressaillit jamais, n'émit aucun son, mais elle vit les muscles de son cou se tendre. Son immobilité était plus terrifiante que n'importe quel cri. C'était l'immobilité d'un prédateur, même pris au piège. Elle remplit les plaies de gauze et enroula fermement son torse avec des serviettes. Un bandage compressif de fortune. C'était rudimentaire, mais ça devrait suffire. Sa peau était comme de la glace. L'hypothermie était maintenant une menace aussi grande que le saignement. « Vos vêtements sont mouillés. Vous devez les enlever. » Il hocha la tête, un mouvement à peine perceptible. Elle l'aida, son contact impersonnel et clinique, tandis qu'elle lui retirait le pantalon et les chaussettes trempées. Sous le costume coûteux, son corps était dur et musclé. Une toile de vieilles cicatrices qui racontait des histoires qu'elle ne voulait pas connaître. Il y avait un grand tatouage complexe d'un serpent enroulé sur son avant-bras gauche. Elle ignora tout cela, se concentrant sur sa tâche. Elle sortit un de ses vieux pantalons de jogging et un sweatshirt épais de sa commode et l'aida à les enfiler. Les vêtements étaient ridiculement petits sur sa grande carrure, mais ils étaient secs et chauds. Finalement, elle réussit à l'installer sur son lit étroit, tirant sur lui toutes les couvertures qu'elle possédait. Ses frissons étaient maintenant violents, ses dents claquaient. Elle alla à la cuisine et mit la bouilloire à chauffer, son esprit s'emballant. Elle avait un homme blessé par balle dans son appartement. Elle lui avait coupé ses vêtements, touché sa peau et pansé ses blessures. Elle avait fait entrer un morceau des ténèbres de la ville dans sa petite vie tranquille. Elle lui apporta une tasse de thé chaud sucré au miel. « Buvez ça. » Lentement, elle dut tenir la tasse pour lui, ses mains tremblaient un trop. Il but, ses yeux sombres ne quittant jamais son visage. Il l'observait, l'étudiait, la mémorisait. Quand la tasse fut vide, elle la posa. Ses frissons avaient commencé à se calmer. La chaleur des couvertures et du thé s'infiltrait en lui. La couleur revenait lentement sur son visage. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. Sa voix était plus forte maintenant, un baryton grave qui semblait vibrer dans la petite pièce. « Naomi », dit-elle, sa voix trahissant un léger tremblement pour la première fois. « Dante », répondit-il, « juste ce nom. » C'était suffisant. Elle s'assit dans l'unique fauteuil en face du lit, l'adrénaline la quittant enfin. L'épuisement la frappa comme un coup physique. Elle venait de faire une double garde, et maintenant ça. Qu'avait-elle fait? Elle avait sauvé la vie d'un homme, mais elle avait le terrible pressentiment qu'elle venait de mettre fin à la sienne. Elle se dit qu'il serait parti au matin, il se reposerait, reprendrait des forces, puis il partirait. Sa vie reprendrait son cours normal. Mais alors qu'elle le regardait, sa respiration s'apaisant enfin dans le sommeil léger des grandes blessées, elle vit la bague à sa main gauche. C'était une lourde chevalière en or avec un blason qu'elle ne reconnaissait pas. C'était une bague de pouvoir, de possession. Elle avait vu des hommes comme lui aux informations, sur des photos granuleuses, entrant et sortant des tribunaux. Des hommes qui dirigeaient les ombres de la ville. Elle en avait fait entrer un chez elle. Elle ferma les yeux.
une vague de nausée la submergeant. Le matin, il devait juste être parti au matin. Naomi se réveilla en sursaut, affalée inconfortablement dans le fauteuil. La lumière grise du matin filtrait par son unique fenêtre. Pendant une seconde de désorientation, elle pensa que la nuit avait été un cauchemar dû au stress. Puis elle le vit. Dante était réveillé. Il était assis dans son lit, les couvertures tirées autour de sa taille. Le sweatshirt qu'elle lui avait donné était tendu sur ses larges épaules. Il avait l'air pâle et fatigué, mais l'immobilité glaciale était de retour. La lueur calculatrice dans ses yeux était plus vive maintenant, plus claire. Il n'était plus seulement un homme blessé, c'était un homme qui commandait. « Bonjour », dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Vous devriez vous reposer », dit-elle, son instinct d'infirmière reprenant le dessus, dépassant la peur. « Vous avez perdu beaucoup de sang. »« Je vais bien », dit-il, et le ton définitif de sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Il regarda de nouveau son petit appartement. Son regard s'attarda sur la pile de manuels de médecine sur son étagère, sur les chaussures de course usées près de la porte, sur l'unique photo encadrée sur sa table de nuit, d'elle et d'une femme plus âgée, sa grand-mère. « Vous vivez seul. »« Oui, dit-elle, la voix tendue. Vous devriez partir. Ce n'est pas sûr pour vous ici, ni pour moi. » Il ignora complètement son deuxième argument. « Ils vont me chercher. Cet endroit est compromis. » Il passa les jambes par-dessus le bord du lit, se déplaçant avec une grâce rigide qui démentait sa blessure. Il se leva, testant son poids. Il était stable. Incroyablement, il semblait puiser sa force dans l'air même. « J'ai un téléphone, dit-il en la regardant. Elle montra le simple téléphone fixe sur son comptoir de cuisine. Il eut un léger sourire sans joie. Pas ce genre-là. Il se dirigea vers son manteau abîmé, toujours en tas près de la porte. Il plongea la main dans une poche intérieure et en sortit un téléphone noir, fin et sans particularité, un prépayé. Il appuya sur un bouton et l'appareil s'anima. Il parla dedans, sa voix basse et rapide. Les mots étaient en anglais, mais c'était un code qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Des noms, des lieux, des ordres. Il écouta un instant, son visage se durcissant. « Ils sont proches », dit-il en terminant de l'appel. Il la regarda. « Les hommes qui ont fait ça connaissent le quartier. Ils vont le ratisser. » Une terreur froide envahit Naomi. « Alors vous devez partir, maintenant, avant qu'ils ne vous trouvent ici. »« Je ne pars pas, » dit-il. Les mots étaient calmes, mais ils atterrirent avec la force d'un coup physique. « Comment ça, vous ne partez pas? Vous ne pouvez pas rester ici. »« Je ne vous laisse pas, » la corrigea-t-il, ses yeux sombres se fixant sur les siens. « Vous m'avez fait entrer, vous m'avez sauvé la vie. Cela crée une dette. »« Je ne veux rien de vous, » dit-elle, la voix s'élevant. « Je veux juste que vous partiez. »« Il ne s'agit pas de ce que vous voulez, » dit Dante en faisant un pas de plus. La petite pièce devint soudainement suffocante. « Dans mon monde, une dette est absolue. Votre vie est maintenant liée à la mienne. Je ne vous laisserai pas sans protection. » Sa protection ressemblait plus à une cage. La porte qu'elle avait franchie la nuit dernière, celle qui devait la ramener à sa vie normale, avait disparu. Il l'avait remplacée par un mur. Elle avait cru sauver un homme, mais elle s'était piégée avec un roi et son royaume en ruine, imbibé de sang. Les hommes qui le cherchaient se ficheraient qu'elle soit une infirmière qui avait simplement fait son travail. Ils la verraient comme une complice, une alliée, une cible. « Mes hommes seront bientôt là, » continua Dante, la voix calme, comme s'il parlait de la météo. « Ils sécuriseront l'immeuble. Nous attendrons la nuit, puis nous vous déplacerons vers un lieu sûr. »« Me déplacer? Je ne vais nulle part, c'est ma maison. »« Ceci, dit-il avec un geste dédaigneux de la main qui englobait tout son univers, est un handicap. Ce n'est plus votre maison. C'est un problème à régler. » La froideur clinique de ces mots la glaça plus que la ruelle de la nuit dernière. Il ne voyait pas sa vie comme quelque chose de précieux, mais comme un problème à gérer. Elle avait franchi une ligne et Dante lui disait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Son choix de l'aider, un choix né de la compassion et du devoir, était devenu une chaîne. Par conséquent, son monde n'était plus le sien. Il était à lui. Deux hommes arrivèrent dans l'heure. Ils ne frappèrent pas. La serrure de la porte de Naomi cliqueta et ils entrèrent dans son appartement comme s'il leur appartenait. Ils étaient vêtus de vêtements sombres et simples, leur visage impassible. Ils se déplaçaient avec une efficacité silencieuse et synchronisée qui était profondément troublante.
L'un d'eux portait un sac de sport noir. Ils regardèrent tous les deux Dante, une lueur de soulagement et de déférence dans les yeux, avant que leur regard ne balaye la pièce, cataloguant chaque détail, chaque sortie, chaque menace. Ils remarquèrent à peine l'existence de Naomi. Elle faisait juste partie des meubles. « Patron, dit le plus grand, sa voix un grondement sourd. C'est le chaos dehors. L'équipe de Moretti est partout dans le quartier. Je sais, Marco, dit Dante. Il s'était rhabillé avec ses propres vêtements abîmés, refusant de porter les siens plus longtemps. Le tissu sombre cachait les bandages. La fuite, c'était sale. Je veux qu'on le trouve. On s'en occupe déjà. Le deuxième homme, plus petit et plus large, ouvrit le sac de sport sur sa petite table de cuisine. À l'intérieur se trouvaient des vêtements propres pour Dante, un nouveau téléphone prépayé et un pistolet compact d'une efficacité brutale. Il posa l'arme sur la table. La vue de celle-ci, posée là, à côté de sa salière et de sa poivrière, fit se nouer l'estomac de Naomi. C'était réel. Cela se passait dans sa cuisine. L'homme nommé Marco tendit à Dante une trousse médicale stérile pour la blessure. Dante la prit et regarda Naomi. « J'ai besoin que vous changiez le pansement. » Ce n'était pas une demande. Elle voulait refuser, leur dire à tous de sortir de son appartement, mais le regard dans les yeux de Dante l'arrêta. C'était un regard d'une certitude froide et inflexible. Le refus n'était pas une option envisageable. Sans un mot, elle prit la trousse. Il s'assit à la table, relevant le sweatshirt et retirant le bandage de fortune. Elle travailla en silence, ses mains fermes malgré le tremblement qu'elle sentait à l'intérieur. Les deux hommes montèrent la garde, l'un près de la porte, l'autre près de la fenêtre. Leur présence transformait sa petite maison en prison. La plaie était propre. Le saignement s'était arrêté. Son travail avait été bien fait. Alors qu'elle appliquait soigneusement un nouvel antiseptique et un nouveau pansement, elle était parfaitement consciente des yeux de Dante sur elle. Il ne regardait pas ses mains. Il regardait son visage. « Sale était mon capot, » dit-il, d'une voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Mon père faisait confiance à son père. Je l'ai élevé, je me suis porté garant pour lui. » Il lui disait pourquoi on lui avait tiré dessus. Il expliquait la trahison. Elle ne savait pas pourquoi, mais cela ressemblait à une confession. Un moment de vulnérabilité si déplacé qu'il en était déconcertant. C'était la blessure sous la blessure. Pas le trou de balle dans son flanc, mais la confiance qui avait été brisée. Il s'était porté garant pour quelqu'un, et cette personne avait essayé de le tuer. Cela lui rappela quelque chose qu'elle avait entendu un chirurgien dire un jour à propos d'un patient mort sur la table d'opération. Les plus grands échecs sont ceux dont on se sent responsable. Elle finit de poser le ruban adhésif. Ses doigts effleurèrent la peau chaude de son ventre. Une secousse, petite mais indubitable, passa entre eux. Son souffle se coupa. Elle retira ses mains comme si elle s'était brûlée. Il la regarda, son expression indéchiffrable, mais elle vit quelque chose changer dans les profondeurs de ses yeux sombres. C'était une lueur de conscience, une reconnaissance de la tension dans l'air entre eux. Il prononça alors son nom pour la deuxième fois. Naomi. C'était différent cette fois, plus calme. Ce n'était pas une étiquette. C'était un son qu'il testait, une clé qu'il tournait dans une serrure. La journée s'écoula lentement. Elle était prisonnière dans sa propre maison. Marco et l'autre homme, dont elle apprit qu'il s'appelait Léo, étaient des sentinelles silencieuses. Ils ne parlaient qu'à Dante en chuchotement bas et codé. Elle essaya de suivre sa routine, de faire du café, de lire un livre. Mais la tension était une couverture épaisse et suffocante. Elle était une étrangère dans sa propre vie. Tard dans l'après-midi, Dante lui dit de faire un sac, juste l'essentiel, ce dont vous ne pouvez pas vous passer. « Je ne pars pas », dit-elle, les mots semblant faibles et inutiles alors même qu'elle les prononçait. « Ce n'est pas une négociation », dit-il, la voix neutre. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la rue en bas. « Marco a vu un des hommes de Moretti parler à votre propriétaire. Ils savent qu'une femme vit ici. Ils savent qu'elle est infirmière. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'aient votre nom et votre photo. Vous avez choisi de rester. Par conséquent, vous n'êtes plus en sécurité ici. » Sa logique était brutale et implacable. Sa décision de ne pas fuir quand elle en avait eu l'occasion ce matin-là avait scellé son destin. Elle était impliquée parce qu'elle lui avait montré un moment d'humanité. Ses ennemis la voyaient maintenant comme l'un de ses atouts. Une faiblesse à exploiter. Une cible. Elle fit un petit sac de sport, les mains tremblantes.
La photo de sa grand-mère, ses manuels préférés, quelques vêtements de rechange. C'était une collection pathétique, la somme de sa vie, maintenant réduite à ce qu'elle pouvait porter. Alors que le crépuscule s'installait sur la ville, recouvrant la neige de teinte violette et grise, le plan était établi. Ils partiraient par l'arrière, par les Stroies. C'était insensé, c'était digne d'un film. Mais en regardant la détermination sinistre sur les visages de Dante et de ses hommes, elle sut que c'était leur réalité. Le moment arriva. Léo ouvrit une fenêtre dans sa petite chambre qui donnait sur un escalier de secours rouillé. L'air froid s'engouffra. « C'est dégagé », chuchota-t-il. Dante se tourna vers elle. « Restez juste derrière moi. Faites exactement ce que je dis. Ne faites pas un bruit. » Elle hocha la tête, son cœur battant contre ses côtes. Il passa une jambe par-dessus le rebord et posa le pied sur l'escalier de secours. Il était toujours blessé, mais il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur. Il lui tendit la main. Elle hésita une fraction de seconde, puis la prit. Sa poigne était comme de l'acier. L'escalier de secours gémit sous leur poids. En bas, la ruelle était sombre et silencieuse. Ils grimpèrent sur le toit, le vent les fouettant, mordant et féroce. La ville s'étendait devant eux, une mer de lumière scintillante et d'ombre profonde. Pendant un instant, c'était presque beau. Puis un cri venant de la rue en bas brisa le silence. Là, sur le toit, des lumières inondèrent le toit. Ils étaient à découvert. Son sang se glaça. Marco et Léo dégainèrent leurs armes. Le bruit des culasses s'enclenchant fut terriblement fort dans le silence soudain. « Allez !» cria Dante en la poussant vers l'avant. « Courez !» Ils sprintèrent sur la surface plate et goudronnée du toit. Des coups de feu éclatèrent derrière eux, les détonations sèches résonnant entre les bâtiments. Une balle siffla près de l'oreille de Naomi avec le bruit d'un frelon en furie. Elle cria en trébuchant. Dante l'attrapa, l'attirant derrière une grande unité de ventilation, juste au moment où une rafale de balles déchiquetait le métal là où elle se tenait. Il la poussa au sol, couvrant son corps du sien. Son poids était immense, solide, un bouclier humain. Elle pouvait sentir sa chaleur, l'odeur du cèdre et de la poudre, entendre sa respiration rauque dans son oreille. « Il savait que nous montions », gronda-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Il risqua un coup d'œil par-dessus le bord de l'unité. Les hommes de Moretti étaient sur l'escalier de secours, en train de monter. Ils étaient piégés. L'esprit de Naomi s'emballa, l'adrénaline aiguisant ses pensées. La panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. De leur position, elle pouvait voir le toit de l'immeuble adjacent. Il y avait un vide de 3 mètres, trop grand pour sauter. Mais un épais faisceau de vieux conduits électriques courait entre les deux bâtiments, à hauteur de taille. Ils étaient vieux, probablement déconnectés, mais ils semblaient solides. Là, allait-elle en montrant du doigt, les câbles. Dante suivit son regard. Il évalua la distance, l'épaisseur des câbles, le risque. Un sourire sinistre effleura ses lèvres. C'était une idée terrible et dangereuse. C'était leur seule chance. « Marco, couvrez-nous » cria-t-il. Ses hommes déclenchèrent un barrage de tirs de couverture. Dans cette petite fenêtre de chaos, Dante lui attrapa la main. « On y va maintenant. Ne regarde pas en bas. » Il se balança par-dessus le muret bas et sur les câbles. Son équilibre était sûr, même sur ce perchoir précaire. Il lui tendit la main. « Allez, Naomi, fais-moi confiance. » Lui faire confiance, l'homme qui avait transformé sa vie en zone de guerre. Elle regarda sa main tendue, puis les hommes qui grimpèrent sur le toit, leurs armes brillant dans le noir. Elle n'avait pas le choix. Elle prit sa main et se hissa par-dessus le bord. Les câbles se balancèrent de manière écœurante sous leur poids combiné. En dessous d'eux, la ruelle était une chute vertigineuse. Elle ferma les yeux, toute sa concentration sur la main de Dante. Un point d'ancrage solide dans un monde qui avait complètement perdu pied. Il reculait, l'entraînant avec lui, un pas prudent à la fois. Ce fut une éternité de vent, de peur et de rebond écœurant des câbles. Ils y arrivèrent. Ils tombèrent sur l'autre toit, à bout de souffle, juste au moment où une nouvelle volée de balles s'abattit sur le mur derrière eux. Ils ne s'arrêtèrent pas. Ils coururent, dévalant un autre escalier de secours et se jetant dans une ruelle différente, plus sombre. Une berline noire attendait, son moteur tournant au ralenti. Léo était déjà au volant, ayant pris un autre chemin pour descendre. Il avait réussi. Pas Marco.
Dante la poussa à l'arrière de la voiture et monta après elle, claquant la portière. « Va » ordonna-t-il. La voiture démarra en trombe, ses pneus crissant sur le pavé mouillé. Naomi regarda en arrière. Elle ne reverrait jamais son appartement. Elle avait tout perdu. Et pourquoi? Pour un homme qu'elle connaissait depuis moins d'un jour. Dans la lumière vacillante des lampadaires, elle vit la mâchoire crispée de Dante, le feu froid dans ses yeux. Il avait perdu un homme, un soldat loyal. Le coût de son sauvetage avait été payé par le sang. Il la regarda alors, son regard intense. Ils t'ont ciblé. Ils savaient que tu étais avec moi. La promesse de protection était devenue un aimant à danger. Il l'avait revendiquée, juré de la garder en sécurité. Mais son monde n'offrait pas la sécurité. Il n'offrait que des nuances de violence. Ils étaient maintenant dans une planque. Un appartement en attique à l'opposé polaire du sien. C'était un palais de verre et d'acier surplombant la ville, mais il semblait aussi froid et vide qu'un tombeau. Elle avait fait quelque chose pour les aider à s'échapper. Quelque chose qui avait nécessité un mensonge à un policier de quartier qu'ils avaient croisé dans le hall du deuxième immeuble. Un mensonge calme et facile qui avait glissé de ses lèvres, comme si elle en avait raconté toute sa vie. Elle avait franchi une ligne. « Pourquoi êtes-vous restés ?» demanda-t-il, sa voix rauque dans la pièce silencieuse et opulente. Ils étaient seuls. L'adrénaline était partie, les laissant tous les deux à vif et exposés. « Dans votre appartement, vous auriez pu fuir. » « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle, et c'était la vérité. Elle ne pouvait pas expliquer cette attraction, ce sens des responsabilités qui avait pris le pas sur son instinct de survie. Il s'approcha, comblant l'espace entre eux jusqu'à se tenir juste devant elle. Il était si grand qu'il bloquait la vue sur les lumières scintillantes de la ville. Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais pour repousser doucement une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts étaient chauds contre sa peau froide. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il, sa voix une basse vibration. « Cela fait de toi ma responsabilité. Cela fait de toi mienne. » Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était une déclaration de possession, une revendication marquée par le sang et la violence. « Personne ne te touchera plus jamais. Je réduirai d'abord leur monde entier en cendres. » Ces mots auraient dû la terrifier. Et c'était le cas. Mais sous la peur, une chaleur étrange et importune fleurit dans sa poitrine. Dans une vie passée à être invisible, à être l'infirmière compétente et silencieuse que personne ne voyait vraiment, cet homme la voyait. Il la voyait comme quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé, même si sa protection était la chose la plus dangereuse au monde. Il avait promis de la garder en sécurité. Mais son ennemi, la famille Moretti, avait maintenant fait d'elle une cible personnelle. Ils avaient laissé un oiseau mort sur le seuil de son appartement abandonné. Un message pour lui, une menace dirigée directement contre elle. Sa protection était un projecteur, et elle était prise dans son éclat. La confrontation finale était inévitable. Dante passa 2 jours enfermé dans le bureau du penthouse. Sa voix était un murmure bas et constant au téléphone, alors qu'il mettait en place les pièces de son monde. Il se préparait à la guerre. Il prévoyait de rencontrer Sal, le traître et le chef de la famille Moretti. Une rencontre, un piège. Il avait l'intention que Naomi reste dans le penthouse, enfermée avec 2 de ses hommes les plus fiables. « Tu seras en sécurité ici, » lui dit-il. C'était un ordre. Mais Naomi n'avait pas survécu si longtemps pour être une demoiselle enfermée dans une tour. Elle avait écouté, elle avait observé. Dans les brefs moments d'inattention, Dante avait parlé de la trahison de Sal. Il avait mentionné que Sal avait été blessé dans l'embuscade initiale, une éraflure au bras. Un détail que personne d'autre ne semblait juger important. Mais Naomi était infirmière. Les détails étaient sa profession. Pendant qu'il planifiait sa guerre, elle planifiait sa propre intervention. Elle trouva ce dont elle avait besoin dans l'armoire à pharmacie luxueuse et surdimensionnée du penthouse. Un puissant anticoagulant prescrit à un invité de longue date et un sédatif léger. Elle les broya ensemble, obtenant une poudre fine et sans goût. Le soir de la réunion, Dante vint de la voir. Il portait un costume sombre, parfaitement taillé, le genre qu'il portait quand elle l'avait trouvé. Il ressemblait à un roi partant au combat. « Je reviendrai, » dit-il. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une promesse. « Sois prudent, » dit-elle, la voix ferme. Elle lui tendit une petite flasque en argent, élégante. « Pour le courage. » Il parut surpris. « Je ne bois pas avant les affaires. »« Juste une gorgée, » insista-t-elle, les yeux suppliants.
Pour moi. Il hésita puis prit la flasque. Il lui faisait confiance. C'était son erreur et son salut. Il prit une petite gorgée du brandy à l'intérieur. C'était à peine suffisant pour avoir un effet, mais c'était assez. Le sédatif serait négligeable pour un homme de sa taille. Mais l'anticoagulant, combiné au stress de la confrontation à venir, agirait sur le bras déjà blessé de Sal. Cela ferait rouvrir la plaie qui venait probablement de coaguler. Ce serait une petite chose. Mais dans une pièce pleine de prédateurs cherchant le moindre signe de faiblesse, un homme saignant inexplicablement pourrait être une distraction fatale. Elle le regarda partir. Au moment où la porte se ferma, elle se tourna vers les gardes qu'il avait laissés derrière. « Il a oublié quelque chose, dit-elle, son visage un masque d'inquiétude. Son téléphone, le crypté. Il va droit dans un piège sans lui. » Ils se regardèrent, puis la regardèrent. Ils avaient leurs ordres. Mais l'idée que leur patron soit injoignable était un risque qu'ils ne pouvaient pas prendre. L'un d'eux hocha finalement la tête. « Je vais le lui apporter. Restez ici. » C'était l'ouverture dont elle avait besoin. Pendant qu'un garde était parti et que l'autre était distrait par un appel téléphonique, elle se glissa dehors. Elle connaissait le lieu de la réunion. Elle l'avait entendu par hasard. Un restaurant italien fermé à Little Italy. Elle prit un taxi, son cœur battant frénétiquement contre ses côtes. Elle n'alla pas au restaurant. Elle alla dans le pâté de maison derrière et déclencha l'alarme incendie du bâtiment adjacent. À l'intérieur du restaurant, la réunion était tendue. Dante faisait face à Sal et à l'aîné des Moretti. Ils parlaient, tournaient autour du pot. La violence bouillonnait juste sous la surface d'une civilité forcée. Juste au moment où Moretti s'apprêtait à agir, Sal baissa les yeux sur sa main. Une goutte de sang était tombée sur la nappe blanche, puis une autre. Sa blessure, celle que tout le monde avait oubliée, s'était remise à saigner. Il pâlit en essayant de la cacher, mais il était trop tard. Moretti le vit. Il vit la faiblesse, la distraction. Dans cette fraction de seconde de confusion, le hurlement des sirènes remplit l'air. L'alarme incendie. Le chaos éclata à l'extérieur. C'était l'ouverture dont Dante avait besoin, la distraction qu'elle avait créée. Il bougea, non pas avec rage, mais avec une précision froide et chirurgicale. La violence fut rapide, brutale et finale. Au moment où les camions de pompiers arrivèrent, c'était terminé. Dante était le seul encore debout. Il la trouva attendant dans la ruelle, enveloppée dans son manteau fin, frissonnant de froid. Il marcha vers elle, son costume impeccable malgré le carnage qu'il venait d'orchestrer. Il n'y avait pas de sang sur lui. Il s'arrêta devant elle, son visage indéchiffrable dans l'ombre. « C'était toi, dit-il. » Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il la regarda pendant un long moment silencieux. Elle s'était ingérée. Elle lui avait désobéi. Dans son monde, c'était une offense fatale. Mais elle l'avait aussi sauvé. Elle avait vu un angle qu'il avait manqué. Elle avait utilisé ses propres compétences, sa propre intelligence pour le protéger. Elle l'avait sauvé à son tour. Il tendit la main et toucha doucement le côté de son visage, son pouce caressant sa joue. « Mon père m'a dit un jour que la famille, ce n'est pas ceux avec qui tu es né, c'est ceux pour qui tu mourrais. » Il la regarda dans les yeux, et pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà de la froideur, au-delà du commandement. Elle vit une vulnérabilité brute et douloureuse. « Tu es de la famille, Naomi. » C'était le serment le plus sacré qu'il pouvait offrir. Il tendait la main. « Je peux te donner tout ce que tu veux. Un nouveau nom, une nouvelle vie, loin de tout ça. Tu serais en sécurité. Tu serais libre. » Elle regarda sa main puis son visage. Elle pensa à son petit appartement tranquille, à ses gardes prévisibles à l'hôpital, au chemin solitaire pour rentrer chez elle. Une vie sûre, une vie vide. Puis elle pensa à ses derniers jours. La terreur, l'adrénaline, le sentiment d'être vraiment vue pour la première fois de sa vie. Elle n'était plus la même femme qui était entrée dans cette ruelle. Elle ne prit pas sa main. Au lieu de cela, elle s'avança, comblant la dernière distance entre eux. Et elle posa sa propre main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « C'est ici ma place, dit-elle, sa voix claire et forte. C'était un choix, son choix. Il ne sourit pas, pas avec sa bouche. Mais elle le vit dans ses yeux. Une lueur de chaleur dans les profondeurs froides et sombres. Il posa sa main sur la sienne, ses doigts s'enroulant autour des siens,
là maintenant là, contre lui. Au loin, les sirènes s'estompèrent. Ils étaient seuls dans la ruelle calme, entourés par la ville endormie. C'était son royaume bâti sur les ombres et la peur. Et elle venait de choisir d'en être la reine.